Les experts comptables soutillent sur les nouvelles dispositions de la loi de finances 2022 du Code général des impôts. Un séminaire est organisé à Cotonou à cet effet. Le président de l'Ordre des experts comptables nous donne des précisions dans ce 13h. Les femmes politiques pourront elles aussi renforcer leur capacité en leadership. Un projet est lancé à cet effet par CARE International Bénin et l'ambassade des Pays-Bas. Plusieurs acteurs politiques soutiennent l'initiative. La première académie de football féminin dispose désormais de son site officiel. La mairie de Lokossa a fait la remise officielle du site à la Fédération du Nord de football. Le film de la cérémonie dans ce journal. Bonjour à tous et bienvenue à cette édition. Parlons pour démarrer de cet exercice d'appropriation des nouvelles dispositions de la loi de finances 2022 et du Code général des impôts. L'Ordre des experts comptables et comptables agréés du Bénin s'est mis à la tâche. C'est à travers un séminaire organisé à Cotonou. Le président de l'Ordre nous édifie sur l'intérêt de cet exercice au micro de Marcel Arrossi. On retiendra 4 principales choses. La nouvelle architecture du Code général des impôts qui offre une meilleure lisibilité. Les dispositions nouvelles qui offrent des allègements fiscaux. La troisième, et c'est là le plus important pour nous professionnels, c'est que notre rôle comme acteur majeur a été réaffirmé dans le Code général des impôts. Mais en même temps, ça nous met devant un certain nombre de défis. Celui, par exemple, de produire des informations financières de qualité. Et donc, c'est sur ce terrain qu'on attend les professionnels. Et pour atteindre cet objectif, donc, la publication, la confection d'informations financières de qualité, ça induit de nouveaux comportements en notre sein. Nous ne pouvons le faire que lorsque nous avons fait comprendre aux nôtres que notre signature nous engage. Et il va falloir prendre conscience désormais que pour déposer une signature sur des états financiers, il faut faire de la diligence. Et parce qu'il faut faire les diligences, il faudrait que ce travail qui a été confié par l'État aux professionnels soit exercé par les professionnels. Nous avons constaté malheureusement que pendant des années, ce travail a été, comme l'a dit un confrère, arraché par d'autres personnes qui le font, mais qui ne livrent pas les informations fiables. Donc notre rôle aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les états financiers que nous mettons à la disposition de l'administration fiscale révèlent la réalité des opérations effectuées par les entités. Le contrôle de la gestion des structures administratives se renforce au Bénin. La cérémonie d'ouverture officielle du comité ministériel d'audit interne a eu lieu ce mardi 25 janvier et le compte-rendu de la cérémonie, c'est avec Ezekiel Jaco et il est présenté par Rodrigue Bagbeto. C'est le ministère de l'Intérieur qui a servi de cadre à la cérémonie d'ouverture de la session inaugurale de la mission du CMAI, le comité ministériel d'audit interne. Un comité mis en place pour assurer l'efficacité et l'efficience dans la gestion des départements ministériels. Il s'agit par ce dispositif d'obtenir des acteurs actuels et futurs de la vie publique, des comportements administratifs et financiers vertueux, en créant un contexte et un système de contrôle et de dissuasion incitant ou conduisant à la bonne gestion des entités et des services publics. Le comité ministériel d'audit interne CMAI est une réforme très chère au gouvernement en place. L'exécutif s'engage ainsi à garder un œil sur les opérations des différentes structures administratives. Au cours de la présente session, vous aurez entre autres à étudier et valider la politique d'audit interne du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, la charte du comité ministériel d'audit interne, la charte d'audit interne de l'inspection générale du ministère, le programme d'assurance et d'amélioration qualité de l'audit interne. Les travaux de la mission du CMAI sont prévus pour accoucher à la fin de plusieurs recommandations. Ces recommandations vont apporter un nouveau visage à l'administration béninoise.
Dans sa lutte contre les déchets ménagers dans nos grandes villes, la société SGDS-GN implique davantage les communes dans la gestion des dits déchets. Le document qui présente le processus multi-acteurs pour la gestion des déchets et de la salubrité dans les villes du Bénin a été validé en présence des autorités communales. Fifame Salmi Atadiji Alessi Sebwemon pour le reportage. Depuis sa création, la Société de gestion des déchets et de la salubrité du Grand Nokwe, SGDS-GN, fait de la lutte contre l'insalubrité son cheval de bataille. À ce jour, des résultats concluants sont obtenus. Aujourd'hui, nos villes sont devenues de plus en plus propres. En 2021, nous avons installé plus de 120 points d'apport volontaires dans toutes les 5 villes. Nous avons précollecté, collecté, transporté 407 000 tonnes de déchets, ce qui n'a jamais été fait dans notre pays. La SGDS-GN ne compte pas s'en arrêter là. Elle est toujours à la quête de meilleurs résultats. Dans une nouvelle approche, la société implique désormais les autorités communales. Le projet processus multiples acteurs pour la gestion des déchets et de la salubrité dans les villes du Bénin. Cette initiative fort louable qui vient à point nommé en vue d'améliorer de façon qualitative la salubrité publique des villes du Grand Nokwe. Je voudrais insister sur la participation active des DST à tous les niveaux du processus. Avec ce nouveau partenariat, la Société de gestion des déchets et de la salubrité du Grand Nokwe entend être plus performante. Les officiers des droits humains recrutés au profit de la Commission béninoise des droits de l'homme sont en formation et grâce au projet Advancing Rights in Benin, ces recrues pourront apporter leur pierre à l'édifice dans la bataille de la protection des populations. Patrick Ayadi et Vaïs Zomaon y étaient, voici leur compte rendu. Ils sont recrutés et suivent ici une formation pour protéger les populations contre la violation de leurs droits. Et pour gagner ce pari, ces nouveaux officiers des droits de l'homme doivent s'imprégner religieusement des notions à eux enseignées. Se rapprocher des populations, c'est ce que nous avons décidé de faire en vous recrutant. Et aujourd'hui, en décidant de vous former en tant qu'officier des droits de l'homme, pour établir cette passerelle entre les citoyens. Progressivement, selon nos moyens, nous comptons être présents dans les 545 arrondissements. La particularité de ce projet sera aider la Commission à aller au-delà de son rôle d'information et de promotion des droits de l'homme. Le projet permettra à la Commission de passer la main aux acteurs du système judiciaire pour accompagner les victimes dont les dossiers seront jugés légitimes. L'importance de l'éducation aux droits humains, en fait, est très importante parce que la justice doit être accessible aux populations et ces officiers de droits de l'homme vont s'engager auprès de la société civile et de la population pour faire connaître la mission de la Commission. La présente formation va permettre à ces officiers des droits de l'homme de mieux cerner la mission d'une institution des droits humains, les techniques d'identification de violations et d'atteinte aux droits de l'homme, le tout enrichi par des exercices de simulation pour joindre la théorie à la pratique. Un autre projet de formation, c'est celui du renforcement du leadership des femmes en politique dans les communes du Bénin qui a été lancé ce mardi 25 janvier au Bénin Royal Hotel. Le projet vise à renforcer le leadership des femmes et la cérémonie a connu la présence de plusieurs acteurs politiques. Reportage. Soucieuse du sort des femmes en politique, l'ambassade des Pays-Bas lance un projet destiné au renforcement du leadership féminin. L'événement est placé sous l'égide de la vice-présidente de la République. Comment comprendre la faible représentation du peuple par les femmes
dans notre pays en particulier et en Afrique en général aujourd'hui. Comment comprendre qu'au Bénin, où les femmes jusqu'à ce jour continuent d'assumer ce rôle de vice-reine, de femmes détentrices du pouvoir politique traditionnel, les femmes, sur le plan modèle, soient absentes, sous-représentées au niveau de nos instances de prise de décision. Le projet de renforcement du leadership des femmes en politique a pour finalité d'appuyer les femmes béninoises dans l'arène politique. Au moins 1455 femmes, y compris les membres des partis politiques, seront directement impactées par les actions du projet. Les prochaines élections municipales seront en 2026. Donc on a 4 ans pour faire que ces prochaines élections municipales soient inclusives et appuyer les femmes qui voudraient y participer. Pour les bénéficiaires, ce projet vient à point nommé pour le leadership féminin au sein des partis politiques. Ça va nous permettre à nous les femmes de nous outiller. Il y a beaucoup de choses que j'ai entendues dans ce projet qui me plaisent beaucoup et j'attends que ça démarre et ce très vite. Il y a beaucoup de gaps dans l'implication des femmes dans les instances de prise de décision. Donc notre espoir, c'est que d'ici 2026, que nous voyons beaucoup d'améliorations. Au Bénin, seulement 6% de femmes sont à l'Assemblée nationale, 4,29% dans les conseils communaux et 3,89% sont élus maires. Un phénomène décrié mais qui perdure dans certaines régions du Bénin. Il s'agit du mariage forcé et pire, pratiqué sur les enfants non encore majeurs. Les dispositions prises par l'exécutif pour endiguer le phénomène et les efforts des organisations non gouvernementales contrastent avec la réalité sur le terrain. Baudelaire Kantiédé s'est intéressé au sujet. Suivez son magazine réalisé à cet effet. Le mariage des mineurs est un phénomène qui a la peau dure. Il continue malgré tout d'être pratiqué dans certains villages et hameaux du Bénin. Et pour cause, plusieurs avantages auxquels s'accrochent les parents qui détruisent la vie de leurs enfants dans l'ignorance. Wadda wura o tenna nana to dabbune wadi yarane mo nebban dabbuneju to hokkama gorko wol to joyi waddete to joyi den baamu yawti gorko soda gineji do e bogwa wadda ade gude sappo nebba nyamaruji to na pittilga hunnu ko non kan hollata gorko debbon howama to don baamu yawti wuraji di waddete wakkati fu to juulde wadi gorko on yara koyngal tew. Aboubaka est un père de famille. Lui voulait donner sa fille de 14 ans en mariage. Mais grâce aux interventions des acteurs de lutte contre la violation des droits des enfants, le projet de mariage a été brisé. men bi joni de ka jangi fa hewti no kuje gon alla bo wadi gouvernement li doy wi jaka to won don kade kanko ko kitirtedo gorko bana sayni to alla wadi jande makko hewti jaka to jande debbo hewtata hebi golle den jonka o dara guri ko mo yidi habbanam. Sur le terrain, des comités de veille sont installés pour une lutte implacable contre le phénomène. Nous avons démarré avec la mise en place des dynamiques communautaires et aussi scolaires qui sont coachées mensuellement par nos facilitateurs qui allons sur le terrain. Et ces dynamiques, ce sont des communautés de veille mises en place par le centre de promotion sociale. Il y a aussi des points focaux qui travaillent également dans cette lutte-là et qui rendent compte régulièrement de leurs activités et qui permettent quand même de fournir des informations clés pour pouvoir déjouer un certain nombre de phénomènes. Nous avons positionné des gens dans chaque quartier, dans chaque localité, pour pouvoir nous donner des informations de ces gens-là qui veulent conduire les enfants en mariage. Nous avons déjoué beaucoup, surtout au niveau des élèves. Ça n'a pas été facile
parce que les parents veulent toujours donner les enfants en mariage. Tout maintenant, nous, on prend la chose à cœur, on va vers les parents, qui sont les acteurs clés de ces mariages-là. Et nous les informons, nous informons le l'imam si c'est du côté des musulmans et si c'est du côté de l'église, là c'est plus facile. Puis aussi, voir d'abord l'âge de l'enfant avant d'accepter faire ce mariage-là. Ils doivent voir le jugement de l'enfant d'abord. Malgré ces stratégies, le phénomène perdure, mais les acteurs de lutte contre le mariage des enfants n'entendent pas baisser les bras. Ils invitent les parents à abandonner cette mauvaise pratique qui détruit l'avenir des enfants qui pourront être demain utiles à la nation. Et fort heureusement, le programme d'action 2 du gouvernement entend lutter efficacement contre ces phénomènes. Et justement, 6 projets d'action sociale sont inscrits au programme d'action du gouvernement pour 2021-2026, des actions sociales de proximité pour mieux impacter les populations. Revenons ici sur les grandes lignes des projets présentés par la ministre des Affaires sociales. Au cours de ce deuxième quinquennat, principalement comme réforme, nous allons avoir le repositionnement de l'Agence nationale de protection sociale au cœur même de l'action sociale de proximité de l'État. Au pilier 3 de son programme d'action pour 2021-2026, le gouvernement entend accroître durablement le bien-être social des populations. À cet effet, 6 projets principaux sont inscrits à titre de réforme des actions sociales. On note la mise en œuvre et le déploiement généralisé de 4 volets du projet d'assurance pour le renforcement du capital humain ARCHE, l'accroissement des actions de promotion du genre et de l'autonomisation des femmes, la promotion de l'inclusion financière à travers le développement du programme Alafia. Alafia a fait ses preuves, nous avons eu le bilan d'un an, nous avons pu constater que la digitalisation du microcrédit est une victoire et donc au cours du deuxième quinquennat, les microcrédits vont être augmentés. Nous avions 30 à 50 000 francs CFA. Nous passons à la barre de 100 000 francs CFA pour permettre aux femmes d'avoir encore plus accès à leurs besoins, en tout cas de pouvoir répondre à leurs besoins en termes de financement pour les petites activités génératrices de revenus. Il est aussi prévu la rénovation et la modernisation des 85 centres de promotion sociale disponibles sur l'ensemble du territoire national. Et pas seulement. Nous avons donc d'autres projets comme le projet SWED pour l'autonomisation des femmes et le dividende démographique au Sahel. Autonomisation des femmes encore dans ce projet, mais également maintien des filles à l'école. Nous avons un dernier projet qui n'est pas ici, donc, qui est le projet de l'appui à l'intégration socio-économique des personnes vulnérables, donc contribuer à l'amélioration des conditions socio-économiques des personnes vulnérables. Un mandat hautement social. C'est l'engagement du chef de l'État, le président Patrice Talon, pour 2021-2026. 351 milliards de francs CFA sont alors prévus au budget pour mener à bien ces réformes sociales du PAG2. Vous l'avez sûrement constaté, plusieurs pharmacies ont vu leurs portes fermées à Cotonou par les éléments de l'Agence béninoise de régulation pharmaceutique. Ce n'était pas pour la commercialisation de faux médicaments, mais plutôt pour le non-respect d'une exigence déontologique. Le directeur général de cette agence était l'invité de la matinale 5 sur 7 matin de ce 25 janvier. Dr Chabi a donné les raisons de cette action à travers un entretien avec Herman Amegan. Nous avons depuis un certain temps constaté l'absence des pharmaciens dans leurs officines et donc cette pratique qui n'est pas conforme à la réglementation ni à la déontologie donc de la profession nous a interpellés et donc nous nous sommes rendus dans ces pharmacies pour justement constater les faits et prendre les décisions qui s'imposent. En fait, la loi nous parle déjà de ce qu'on appelle l'exercice personnel de la profession. Donc quand on est pharmacien, quand on a une officine, on est tenu d'exercer, donc d'être là, d'accompagner le patient parce que dans les tests pharmaceutiques, il y a ce qu'on appelle les bonnes pratiques de dispensation et ces bonnes pratiques permettent justement aux pharmaciens de dispenser le bon médicament au bon moment, à la bonne dose, avec tout l'accompagnement qu'il faut, les conseils qu'il faut, les moments de prise, les effets indésirables auxquels le patient qui prend les médicaments pourrait être confronté, etc., etc. Donc cette plus-value nécessite justement la présence du pharmacien dans son officine. C'est des pharmacies ciblées, des pharmacies sur lesquelles nous nous sommes renseignés bien à l'avance. Donc c'est 30 pharmacies qui ont été inspectées au total
et parmi les 30, nous en avons fermé 13. Ici, il y a eu des amendes qui ont été payées et il y a aussi d'autres conditions qui ont été exigées. Donc les pharmacies qui ont satisfait ces conditions ont été réouvertes. Éviter donc de se faire reprendre pour une deuxième fois, parce que là, ça va être quand même très difficile. Exhorter davantage nos confrères et consoeurs à l'exercice personnel, parce que c'est un devoir. Et dire, ils le savent déjà, leur dire davantage que les populations attendent de voir leur pharmacien plutôt présent pour les accompagner, pour les conseiller dans la prise de leur traitement. Et puisqu'on parle santé, le ministre de la Santé a procédé au lancement officiel de l'introduction du vaccin contre la méningite dans le programme élargi de vaccination de routine. La cérémonie a eu lieu ce mardi au CHU Mel à Cotonou. Chénia Lafouda Moussi Avoka et Bénédicte Possou pour le reportage. C'est le premier enfant à recevoir le vaccin MENAFRIVAC MENA au Bénin. Il s'agit du nouveau vaccin anti-méningite introduit dans le programme élargi de vaccination de routine. L'événement qui nous réunit ce jour marque une étape essentielle dans le programme élargi de vaccination PEV du Bénin, à savoir la protection des enfants de moins d'1 an par l'administration du vaccin contre les infections à méningocoque A, portant à 12 le nombre de maladies contre lesquelles nos enfants seront désormais protégés dès leur tendre enfance. Le Bénin prend donc ce jour une décision salutaire de protéger désormais tous les enfants de moins d'1 an contre la méningite à méningocoque A. Le vaccin MENA concerne tous les enfants de 9 mois et plus. Environ une personne sur 10 atteinte de ce type de méningite en meurt et une personne sur 5 présente de complications graves. La vaccination qui confère une protection durable est le moyen le plus efficace de réduire la charge et d'atténuer les conséquences de la méningite. Il s'agit donc d'un événement majeur qui contribuera à l'élimination de la méningite à méningocoque A au Bénin. L'administration du vaccin MENA se fait à partir de 9 mois en dose unique, simultanément avec le vaccin contre la rougeole, rubéole et le vaccin contre la fièvre jaune. Le vaccin MENA est gratuit. Il est accessible dans tous les centres de vaccination. Le Bénin dispose désormais d'une base de données fiable en matière agricole et c'est le résultat du premier recensement national de l'agriculture. Ces données statistiques ont été présentées au grand public. Suivons le point avec William Tchoki. Une opération fastidieuse mais fondamentale. Elle aura mobilisé plus de 10 000 agents pour la cartographie et la collecte des données. Ils ont parcouru tout le territoire et dans les moindres détails. Aujourd'hui, le recensement national de l'agriculture livre son verdict. La population agricole, c'est plus de la moitié de la population béninoise. C'est un fait important à souligner. C'est aussi des ménages de grande taille et aussi c'est la présence énorme des femmes en termes d'actifs agricoles. C'est des éléments assez édifiants. Des données chiffrées du monde rural, plus que nécessaires à toute bonne planification pour ce secteur clé de l'économie nationale. Depuis plus de 3 ans, la Commission nationale de supervision, que j'ai l'insigne honneur de présider, le Comité technique national, le Bureau central et les comités départementaux ont reçu mandat de conduire à terme le premier recensement de l'agriculture jamais réalisé dans notre pays. Le recensement national de l'agriculture révèle le vrai visage du secteur agricole. Il met en lumière des informations jamais soupçonnées par le passé. Une opération coordonnée aussi par les experts du Fonds mondial pour l'alimentation. Ils approuvent la qualité des données recueillies. Le gouvernement et ses partenaires ont à leur disposition un grenier d'informations fiables pour orienter les politiques, les stratégies et les programmes de développement du secteur agricole national. Cette œuvre contribuera donc à mieux évaluer la richesse nationale imputable au secteur agricole et à fournir des données fiables à l'élaboration des politiques de développement agricole
et les indicateurs sur les conditions de vie d'une grande partie des ménages de notre pays. Décideurs, chercheurs et scientifiques disposent désormais d'une bonne base de données, des données pour mieux orienter les actions en direction du secteur agricole, une opération d'envergure menée sur fonds propres du budget national. La mairie de Lokossa met officiellement à la disposition de la Fédération béninoise de football le site qui va abriter la première académie de football féminin. Et c'était au détour d'une cérémonie sobre tenue dans la cité de l'Espérance avec la participation du président Mathurin de Chacus, Patrick Ayagi et Valérie Zoumon. C'est un geste symbolique mais vital dans l'opérationnalisation de l'érection de l'Académie de football féminin au Bénin. Lokossa offre un domaine de 10 hectares pour un ambitieux projet de formation à la base, la création d'un centre de référence d'envergure sous-régionale au Bénin. Ce joyau que nous allons bâtir ici à Lokossa sera le seul complexe études football de la sous-région. Donc c'est un projet qui sera vraiment d'une dimension énorme. Les filles du Togo, du Niger, du Nigeria peuvent venir ici étudier et apprendre le football au Bénin à Lokossa. Lokossa a été choisi pour plusieurs raisons. D'abord, le Mono est le centre où il y a trop de Vino-Mengon. C'est le Mono. Et c'est dans cette optique que j'ai dit, pourquoi ne pas mettre ce centre études, ce n'est pas seulement études à l'école. Même si la fille est couturière, elle peut être logée ici et apprendre le football. Si elle a des talents, il n'y a pas de réussite dans la vie sans la formation. Non seulement par la motivation du choix de Lokossa vient répondre à cette attente très énorme dans le département. Je voudrais vous dire merci, Monsieur le Président. Merci et vous promettez et m'engager que le département du Mono, que j'ai aujourd'hui l'honneur de diriger, s'impliquera avec le maire afin que tout ce que relève de notre responsabilité soit fait pour accompagner l'opérationnalisation de ce joyau. Ce vaste domaine situé à Adjakome, derrière la prison civile de Lokossa, aura le privilège d'incarner le futur du football féminin sur le continent. Une noble ambition qui a poussé le chef de l'État, Patrice Talon, à soutenir le projet à hauteur de 1,2 milliard francs CFA en attendant l'autre grand geste de la FIFA. Et ce sera tout pour ce 13h. Merci de l'avoir suivi.